Ma belle-sœur m'a faussement accusé d'avoir agressé ma fille et ma femme l'a cru. Maintenant que la vérité est sortie, elle me supplie de retirer les accusations. Salut tout le monde. Moi, 34 ans, jamais je n'aurais pensé partager quelque chose d'aussi personnel sur Reddit. Mais après tout ce qui s'est passé, j'ai besoin de me confier. Écrire tout cela pourrait m'aider à digérer le cauchemar que je traverse. Peut-être que quelqu'un d'autre a vécu quelque chose de similaire et pourra me donner des conseils. Ou peut-être ai-je juste besoin de parler à quelqu'un qui ne prendra pas immédiatement parti. Un peu de contexte à mon sujet, je suis photographe animalier depuis 10 ans. J'ai commencé juste après l'université, en travaillant pour des magazines locaux sur la nature avant de constituer un portfolio suffisant pour obtenir des contrats avec National Geographic et la Discovery Channel. Ce n'est pas une carrière très stable. Je suis souvent en déplacement pendant des jours ou des semaines, à traverser des forêts ou camper dans des parcs nationaux pour obtenir la photo parfaite d'une espèce rare. Mais c'est ma passion, et je me suis fait une bonne réputation dans le milieu. J'ai rencontré ma femme, Jessica, 32 ans, il y a 6 ans lors d'une exposition de mes travaux. C'est une professeure de biologie au lycée avec un amour pour la nature qui correspondait au mien. Elle était là avec ses élèves lors d'une sortie scolaire, et je l'ai remarqué immédiatement, non seulement parce qu'elle était belle, mais aussi parce qu'elle posait plein de questions pertinentes sur les écosystèmes de mes photographies. Je l'ai invitée à prendre un café après que ses élèves soient partis visiter une autre partie de l'exposition, et le courant est tout de suite passé. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard lors d'une petite cérémonie dans un jardin botanique. C'était parfait, juste avec nos amis et notre famille, entourés par la nature. La sœur de Jessica, Megan, 36 ans, était sa demoiselle d'honneur. Avec le recul, j'aurais dû remarquer les signes d'alerte dès ce moment-là. Pendant la préparation du mariage, Megan essayait sans cesse de tout changer, insistant sur le fait que ses idées étaient meilleures que celles que Jessica et moi avions choisies. Lors de son discours de demoiselle d'honneur, elle a parlé davantage d'elle-même que de Jessica ou de notre relation. Mais je l'ai laissé passer. C'était le jour de notre mariage, et je ne voulais rien laisser gâcher. Les premières années de notre mariage ont été tout ce que j'espérais. Jessica et moi nous complétions parfaitement. Quand j'étais en mission, nous faisions des appels vidéo tous les soirs. Quand j'étais à la maison, nous passions nos week-ends à faire de la randonnée ou à visiter des jardins botaniques. Nous parlions d'avoir des enfants éventuellement, mais nous profitions de notre temps ensemble, construisant nos carrières et voyageant quand nous le pouvions. 3 ans après notre mariage, la relation de Jessica avec sa sœur a commencé à se compliquer. Megan avait traversé un divorce difficile après que son mari l'ait quittée pour une femme plus jeune de son bureau. À peu près au même moment, elle a découvert qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, un double coup dévastateur qui l'a plongée dans la dépression. Jessica, étant la personne attentionnée qu'elle est, passait de plus en plus de temps avec Megan pour l'aider à surmonter cette période difficile. J'ai totalement soutenu cela. La famille doit être là les uns pour les autres dans les moments difficiles. Mais la présence de Megan dans nos vies a progressivement commencé à me sembler intrusive. Elle arrivait sans prévenir chez nous, s'attendant à ce que Jessica abandonne tout pour la réconforter. Elle appelait en pleine nuit en pleurant. Elle culpabilisait Jessica si nous avions des projets qui ne l'incluaient pas. Quand j'ai suggéré doucement à Jessica que Megan pourrait bénéficier d'une aide professionnelle, elle est devenue sur la défensive. Elle voit déjà un thérapeute, insistait Jessica, mais elle a aussi besoin de sa famille. Tu ne comprends pas parce que tu es enfant unique. C'était vrai. J'ai grandi sans frères et sœurs, donc la dynamique entre sœurs m'était un peu étrangère. Mais malgré tout, le comportement de Megan me semblait excessif, voire manipulateur. J'ai quand même essayé de comprendre. Après tout, elle traversait une période réellement difficile. Quand Jessica et moi avons décidé d'essayer d'avoir un bébé, nous étions ravis qu'elle tombe enceinte presque immédiatement. La réaction de Megan a été mitigée. Elle nous a félicités avec un sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux, puis a immédiatement commencé à parler de la difficulté de la grossesse, de tous les changements que cela impliquerait, et de la façon dont le corps de Jessica ne serait jamais le même, pas vraiment la réponse encourageante que nous espérions. Tout au long de la grossesse de Jessica, Megan oscillait entre une implication excessive, achetant des montagnes de fournitures pour bébés dont nous n'avions pas besoin, insistant pour assister à chaque rendez-vous médical, et des commentaires passifs-agressifs sur le fait que la grossesse ruinait la silhouette de Jessica, ou que nous regretterions de ne pas avoir pu voyager avant d'avoir des enfants. La grossesse de Jessica s'est bien déroulée jusqu'au dernier trimestre, lorsqu'elle a développé une hypertension gestationnelle qui a finalement conduit à une prééclampsie. Elle a dû rester alitée pendant les 6 dernières semaines, et j'ai réorganisé mon emploi du temps pour être à la maison avec elle, annulant 2 missions internationales qui auraient été importantes pour ma carrière. Ça ne me dérangeait pas. La santé de Jessica et de notre bébé était ma priorité. Megan s'est immédiatement autoproclamée principale aide de Jessica, malgré le fait que j'étais parfaitement capable de m'occuper de ma femme. Elle venait tous les jours, soi-disant pour aider, mais passait le plus clair de son temps à critiquer l'organisation de la chambre du bébé ou la préparation des repas de Jessica. « Tu as de la chance que je sois là », disait-elle devant Jessica. Les hommes sont souvent inutiles pour ce genre de choses. J'ai serré les dents pour le bien de Jessica. Elle était déjà stressée par les complications de sa grossesse,
et je ne voulais pas ajouter des problèmes relationnels à ses inquiétudes. J'ai donc toléré la présence de Meghan et sa constante remise en question de mes capacités en tant que mari et futur père. Emma est née par césarienne d'urgence à 37 semaines. C'était le jour le plus terrifiant et merveilleux de ma vie. Il y a eu des complications pendant l'accouchement. Jessica a eu des hémorragies et a dû subir une intervention supplémentaire. Pendant quelques heures horrifiantes, je n'étais pas sûr qu'elle s'en sortirait. Mais elle a tenu le coup, même si sa convalescence serait plus longue et difficile que prévu. Emma était parfaite, 3,150 kg, avec les yeux bleus de Jessica et ce qui semblait être mes cheveux foncés. Je suis tombé amoureux d'elle instantanément. La première fois que je l'ai tenue, ce petit paquet enveloppé dans une couverture d'hôpital, j'ai fait la promesse silencieuse de toujours la protéger, d'être le père sur lequel elle pourrait compter, peu importe quoi. La convalescence difficile de Jessica signifiait qu'elle avait besoin d'aide à notre retour à la maison. Mon plan était de prendre un congé prolongé. J'avais des économies, et mes clients réguliers comprenaient la situation. Mais Meghan s'est immédiatement imposée dans l'équation. Tu dois retourner travailler, m'a-t-elle dit fermement. Ta carrière de photographe ne va pas se maintenir toute seule. Je vais m'installer temporairement pour aider Jessica avec le bébé. Avant que je puisse objecter, Jessica hochait la tête en accord. C'est logique, Nathan. Tu ne devrais pas mettre ta carrière en pause indéfiniment. Meghan a de l'expérience avec les bébés grâce à son travail, et elle peut être là à plein temps. Je devrais mentionner que Meghan est assistante sociale spécialisée dans la protection de l'enfance. Sur le papier, elle était qualifiée pour aider avec un nouveau-né, mais quelque chose dans cet arrangement me mettait mal à l'aise. Pourtant, Jessica semblait soulagée par cette solution, et je ne voulais pas lui causer plus de stress pendant sa convalescence. J'ai donc accepté à contre-cœur, bien que je limite mes missions aux emplois locaux qui ne me retiendraient pas plus d'un jour ou deux à la fois. Meghan a emménagé temporairement dans notre chambre d'amis. Cela fait maintenant 4 mois. Je venais de rentrer d'un tournage de 3 jours à Yellowstone, où je documentais le comportement des loups pour un magazine de conservation. C'était ma première mission de plusieurs jours depuis la naissance d'Emma, et j'avais hésité à l'accepter, mais Jessica avait insisté. Nous avons besoin de l'argent, m'avait-elle dit, et Meghan est là pour aider. Tout ira bien. J'avais appelé tous les soirs, et bien que Jessica m'assurait que tout allait bien, quelque chose dans sa voix me semblait étrange. Elle paraissait distante, distraite. J'ai attribué cela à l'épuisement. Prendre soin d'un nouveau-né était épuisant, même avec de l'aide. Quand je suis passé par la porte ce vendredi après-midi, la maison était étrangement silencieuse. Pas de télévision, pas de musique, aucun des sons de bébé auxquels j'étais habitué. J'ai posé mon sac d'équipement et ma valise d'appareils photo dans le couloir et me suis dirigé silencieusement vers le salon. Jessica dormait sur le canapé, ce qui m'a immédiatement semblé étrange. Même avec sa convalescence difficile, elle faisait rarement des siestes le jour, trop anxieuse à l'idée de maintenir un rythme régulier avec Emma. Ma fille était allongée à côté d'elle sur le canapé, bien éveillée et gigotant avec inconfort. Je souris en la voyant. Après 3 jours d'absence, elle avait l'air d'avoir déjà grandi. En m'approchant, j'ai remarqué l'odeur indéniable indiquant qu'Emma avait besoin d'un change. Ne voulant pas réveiller Jessica, qui avait clairement besoin de repos, j'ai pris Emma avec précaution sur le canapé. Elle m'a immédiatement reconnu, son visage s'éclairant d'un sourire édenté qui me fit fondre le cœur. « Salut, princesse », ai-je chuchoté, la serrant contre moi. « Allons te changer. » Je l'ai portée jusqu'à la chambre de bébé, respirant son odeur de bébé mêlée à celle, moins agréable, de la couche sale. J'ai posé Emma doucement sur la table allongée, lui faisant des grimaces pendant que je rassemblais des lingettes, une couche propre et des vêtements propres. Elle me regardait attentivement, donnant des coups de pied en l'air. Je venais de détacher sa couche souillée quand j'ai entendu des pas dans le couloir. Pensant que c'était Jessica, je me suis tourné avec un sourire, prêt à saluer ma femme. Mais c'était Meghan, debout dans l'encadrement de la porte, et l'expression sur son visage me glaça. Ses yeux lançaient une intensité que je n'avais jamais vue. Sa bouche se tordit en un rictus. Pendant un instant, elle me fixa simplement, et un frisson parcourut mon échine. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» Elle siffla, sa voix basse mais venimeuse. Je clignai des yeux, confus. « Je change la couche d'Emma ? Qu'est-ce que tu crois que je fais ?» Elle fit un pas dans la pièce, tout son corps tendu comme un prédateur prêt à bondir. « Éloigne-toi d'elle tout de suite. »« Meghan, de quoi parles-tu ? Elle a besoin d'un change. » Je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase, car soudain Meghan se jeta sur moi, son visage tordu de rage. Avant que je puisse réagir, elle me frappait, grattait mon visage, essayant de me tirer loin de la table allongée. Instinctivement, je me penchai sur Emma pour la protéger de l'attaque de Meghan, utilisant mon corps comme barrière tout en essayant de repousser les coups avec un bras. « Éloigne-toi d'elle, sale pervers !» Meghan hurlait maintenant, sa voix résonnant dans la chambre. « J'ai vu ce que tu faisais. » J'étais complètement stupéfait, incapable de comprendre ce qui se passait. « De quoi parles-tu ? Je change sa couche. » Le vacarme réveilla Jessica, qui accourut dans la chambre, les yeux grands ouverts d'alarme. Elle prit la scène en compte, moi penché sur Emma, Meghan essayant de me tirer, et resta figée. Meghan se tourna immédiatement vers elle, les larmes coulant sur ses joues.
Je l'ai attrapé, Jess. Je l'ai vu toucher Emma de façon inappropriée. Je l'ai vu de mes propres yeux. Mon cœur s'arrêta. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Ça n'arrive pas. Ça ne peut pas être vrai. C'est insensé, dis-je, ma voix tremblante entre choc et colère. Je changeais sa couche, Jessica. Tu sais que je ne. Il ment. Megan intervint, sa voix soudain calme et assurée. Je l'ai vu, Jess. Je n'inventerai pas ça. Jessica regardait Megan puis moi, son visage se vidant de couleur. Je voyais le conflit dans ses yeux, le désir désespéré de ne pas croire ce que sa sœur disait. Mais ensuite, elle regarda Megan, la personne qui avait été à ses côtés pendant sa convalescence, qui avait aidé avec Emma quand j'étais en mission, et quelque chose changea dans son expression. Sors, murmura-t-elle, à peine audible. Sors de cette maison immédiatement. Jessica, s'il te plaît, suppliai-je, mon esprit essayant de comprendre comment cela pouvait se produire. Tu me connais. Tu sais que je ne ferai jamais de mal à Emma. Megan ment. Jessica pleura, avançant pour prendre Emma sur la table allongée. Elle la serra protectivement, reculant vers moi. Arrête. Je ne peux pas. Tu dois partir. Megan se tint à côté de Jessica, un bras protecteur autour de ses épaules, mais les yeux rivés sur moi, triomphante. À ce moment, j'ai compris la vérité. Quoi qu'il se passe, Megan avait orchestré cela délibérément. Pourquoi fais-tu ça, lui demandai-je directement, ignorant Jessica pour le moment. Pourquoi inventer quelque chose d'aussi horrible? Je n'invente rien, répondit Megan froidement. Je sais ce que j'ai vu. Et Jessica, tu dois appeler la police. La police, répétai-je, incrédule. C'est insensé. Jessica, s'il te plaît, réfléchis. Pourquoi ferais-je jamais? Mais Jessica ne m'écoutait plus. Elle sortit son téléphone et le tendit à Megan, qui composa le 911 avec une fermeté glaçante. Alors que je restais là, impuissant et horrifié, j'entendis Megan signaler calmement qu'elle avait été témoin d'abus sur enfant, donnant notre adresse et ma description. Les 20 minutes suivantes furent un flou d'efforts désespérés pour faire raisonner Jessica. Mais avec Megan l'interrompant constamment, chuchotant à l'oreille de Jessica, orientant le récit, mes mots semblaient rebondir sur un mur invisible. Jessica ne me regardait plus dans les yeux, tenant Emma près d'elle et me maintenant à distance comme si je pouvais lui enlever notre fille. Lorsque la police arriva, Megan les accueillit à la porte comme si elle les attendait. D'une voix claire et posée, en nette opposition avec son attaque hystérique contre moi plus tôt, elle leur raconta qu'elle m'avait vu toucher ma fille de manière inappropriée pendant un change de couche. Elle décrivit des actions précises avec un détachement clinique qui me rendit physiquement malade. Rien de tout cela n'avait eu lieu. Rien de tout cela n'était vrai. Mais elle parlait avec une telle conviction, une apparente sincérité. Les policiers me regardaient avec un dégoût à peine dissimulé alors qu'ils me passaient les menottes. Jessica resta dans un coin du salon, les larmes coulant sur son visage, incapable de regarder. Mon dernier regard sur ma fille fut son petit visage dépassant de l'épaule de Jessica alors que je sortais de ma propre maison menottée. Ils m'ont mis seul dans une cellule de détention, ce qui était probablement pour le mieux. J'avais entendu assez d'histoires sur ce qui arrive aux personnes accusées de crimes contre des enfants en prison. Assis sur le banc dur, mon esprit ne cessait de rejouer les événements, essayant de comprendre l'incompréhensible. Pourquoi Megan ferait-elle cela? Pourquoi inventer une accusation aussi horrible? Et Jessica, comment a-t-elle pu le croire, ne serait-ce qu'une seconde? Nous étions ensemble depuis 6 ans. Elle me connaissait mieux que quiconque. Comment pouvait-elle penser que j'étais capable de faire du mal à notre fille? Je dormis à peine cette nuit-là. Mes pensées tournaient en boucle entre confusion, colère et une peur viscérale de ne jamais revoir ma fille. Au matin, je me sentais vidé, engourdi par le choc de la rapidité avec laquelle ma vie s'était effondrée. Une avocate commise d'office est venue me voir, une femme visiblement débordée avec trop de dossiers sous le bras. Elle m'a expliqué les accusations préliminaires et m'a demandé ma version des faits. Quand j'ai expliqué ce qui s'était réellement passé, que je changeais simplement la couche de ma fille quand ma belle-sœur m'a attaqué et a fait de fausses accusations, elle a paru sceptique. A-t-il quelqu'un qui puisse corroborer votre version des faits, demanda-t-elle. C'est alors que je me suis souvenu des caméras. Il y a 6 mois, après une série de cambriolages dans notre quartier, j'avais installé un système de sécurité complet dans toute la maison, y compris des caméras à déclenchement de mouvement dans toutes les pièces sauf les salles de bain. L'une de ces caméras était fixée sur le mur de la chambre de bébé, positionnée pour filmer toute la pièce. Il y a une caméra de sécurité dans la chambre de bébé, lui dis-je, soudain plein d'espoir. Elle aurait tout enregistré. L'avocate sembla surprise mais prit note. Je ferai vérifier. S'il y a des images, cela pourrait être une preuve cruciale. Elle partit en promettant de revenir avec plus d'informations. Je me laissai retomber sur le banc, une petite étincelle d'espoir scintillant dans l'obscurité. La caméra allait me disculper. Il le fallait. Les heures passèrent avec une lenteur exaspérante. On me donna un repas insipide que je touchais à peine, trop nauséeux et anxieux pour manger. Enfin, la porte de la zone de détention s'ouvrit et l'avocate revint, cette fois accompagné d'un détective de police. Nous avons examiné les images de sécurité de votre domicile, dit le détective sans préambule.
D'après ce que nous avons vu, nous retirons toutes les accusations contre vous. Un soulagement intense me traversa, si fort que je dus m'asseoir à nouveau. La caméra a tout filmé? Le détective hocha la tête gravement. Tout. Elle montre clairement que vous changiez la couche de votre fille, rien de plus. Puis elle montre votre belle-sœur entrant dans la pièce et vous agressant physiquement alors que vous essayez de protéger le bébé. Il n'y a absolument aucun contact inapproprié. Et la déclaration de Megan? La description détaillée qu'elle a donnée. Inventée, dit le détective froidement. Nous l'enquêterons pour dépôt de fausses plaintes, parmi d'autres accusations potentielles. Les détails procéduraux de ma libération se déroulèrent dans un flou. Tout ce à quoi je pensais, c'était de rentrer chez moi, voir Emma, faire comprendre à Jessica ce qui s'était réellement passé. Mais en récupérant mes affaires personnelles et en signant les formulaires de sortie, une froide réalité s'installa. Jessica avait cru Megan sans poser de questions. Elle avait regardé son mari depuis 5 ans, le père de sa fille, et avait vu un monstre. Comment revenir de cela? Quand le taxi me déposa devant notre maison, je restai longtemps sur le trottoir, me préparant mentalement à ce qui m'attendait. J'utilisais ma clé pour ouvrir la porte d'entrée, m'attendant à ce que Jessica ait déjà changé les serrures. La maison était silencieuse à mon entrée, mais j'entendais du mouvement dans la cuisine. Prenant une profonde inspiration, je traversai le salon et trouvai Megan assise à notre table de cuisine, scrollant son téléphone comme si de rien n'était. Elle leva les yeux en me voyant entrer, ses yeux s'écarquillant légèrement de surprise avant de se plisser avec mépris. « Tu aurais dû rester en prison », dit-elle froidement. Je sais ce que j'ai vu. La rage me submergea, brûlante et dévorante. Après tout ce qu'elle avait fait, elle était toujours assise dans ma maison, continuant à maintenir son mensonge. Je dus serrer le poing pour ne pas crier. Les caméras ont tout vu, Megan, répondis-je, forçant ma voix à rester stable. Pourquoi fais-tu ça? Un léger instant de panique traversa son visage avant qu'elle ne se reprenne. Quelle caméra? Les caméras de sécurité que j'ai installées après le cambriolage de la maison des Richardson. Il y en a une dans la chambre de bébé. Elle a tout filmé hier. Moi changeant la couche d'Emma, toi m'attaquant, toi inventant ces accusations répugnantes, tout. Le visage de Megan pâlit, mais elle se reprit rapidement. Elle se leva, prenant son sac sur le comptoir. Tu mens. Il n'y a pas de caméra. La police a les images. C'est pour ça que je suis ici et pas encore dans une cellule. Ils ont retiré toutes les accusations et enquêtent sur toi pour dépôt de fausses plaintes. Pour un instant, Megan sembla vraiment effrayée. Puis son expression se durcit en quelque chose de laid et de défiant. Jessica ne te croira jamais plus tôt que moi. Jamais. Je m'en suis assuré. Puis elle me poussa et sortit, claquant la porte derrière elle. Je restai dans la cuisine, tremblant après la confrontation, me demandant ce qu'elle voulait dire par cette dernière phrase. Que racontait-elle à Jessica depuis tout ce temps? J'appelai le téléphone de Jessica, mais ça alla directement à la messagerie. J'essayai ensuite la maison de ses parents, supposant qu'elle y aurait emmené Emma. Son père répondit, sa voix immédiatement hostile. Elle ne veut pas te parler, dit-il avant même que je puisse demander. Laisse-la tranquille. Monsieur Collins, s'il vous plaît, suppliai-je. La police a retiré toutes les accusations. Il y avait des caméras dans la chambre de bébé. Elles ont tout filmé. Megan a menti sur ce qui s'est passé. Un long silence. Quelles caméras? Je les ai installées après les cambriolages dans notre quartier. L'une d'elles est dans la chambre de bébé. Elle a tout filmé. Moi changeant la couche d'Emma, Megan m'attaquant, tout. La police a les images. Une autre pause, plus longue cette fois. Je dirai à Jessica que tu as appelé, dit-il enfin, son ton un peu moins hostile. Puis il raccrocha. Je passai le reste de la journée dans un étrange entre-deux, parcourant la maison qui ne ressemblait plus à un foyer. Je remarquai des traces de la présence de Megan partout. Sa veste sur le porte-manteau, sa marque de café dans le placard, son ordinateur sur la table d'appoint du salon. Cela me donnait des frissons de penser qu'elle avait infiltré nos vies à ce point. Tard dans la nuit, alors que j'étais assis dans le salon sombre, incapable de dormir dans le lit que je partageais avec Jessica, mon téléphone sonna. C'était Jessica. C'est vrai, demanda-t-elle sans préambule, la voix enrouée par les pleurs. À propos des caméras. Oui, répondis-je simplement. La police a les images. Elle montre exactement ce qui s'est passé. Moi changeant la couche d'Emma, rien de plus. Puis Megan est entrée et m'a attaqué. Jessica resta silencieuse si longtemps que je crus que l'appel avait été interrompu. Pourquoi a-t-elle fait ça, murmura-t-elle enfin. Je ne sais pas, avouai-je. Mais elle l'a fait. Et tu l'as cru, Jessica. Tu as cru que je pouvais faire du mal à notre fille. J'étais confuse, dit-elle faiblement. C'est ma sœur. Elle a dit qu'elle avait vu, et elle travaille avec des enfants maltraités. Elle connaît les signes. Je suis ton mari, rétorquai-je, incapable de cacher la douleur dans ma voix. Tu me connais depuis 6 ans. Comment as-tu pu penser, ne serait-ce qu'une seconde, que je ferais du mal à Emma? Je ne sais pas, sanglota-t-elle. Je ne sais pas ce que je pensais. Tout a été si difficile depuis la naissance, et Megan m'a dit des choses. Quelles choses? Que tu semblais distant avec Emma. Que tu étais trop brusque quand tu la tenais. Que tu semblais soulagé de partir en mission photo pour t'éloigner de nous.
De petites choses au début, mais qui s'accumulaient. Et j'étais épuisé, douloureuse à cause de l'opération, submergé par un nouveau-né. Je ne pensais pas clairement. Je fermais les yeux, les pièces du puzzle commençant à s'emboîter. Elle t'a manipulé, Nathan. Je suis tellement désolé. J'aurais dû te faire confiance. J'aurais dû savoir. Où es-tu, interrompis-je. Chez mes parents. Avec Emma. Megan est là. Non, elle est partie il y a quelques heures. Elle a dit qu'elle devait récupérer quelque chose à notre maison. Cela expliquait sa présence dans notre cuisine tout à l'heure. Jessica, je pense que tu devrais rester là pour l'instant, dis-je avec précaution. Nous devons régler ça, mais je ne pense pas que nous devrions le faire avec Emma au milieu. Tu veux dire que tu ne veux pas qu'on rentre à la maison? Sa voix se brisa sur le mot « maison ». Je dis que j'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Tu as cru que je pouvais faire du mal à notre fille, Jessica. Tu as laissé la police m'emmener. Ce n'est pas quelque chose que je peux surmonter du jour au lendemain. Elle pleurait de nouveau, de petits sanglots doux et brisés qui autrefois m'auraient poussé à la réconforter. Mais maintenant, je sentais un mur entre nous, construit de suspicion et de trahison. Je t'appellerai demain, dis-je doucement. Fais un bisou à Emma pour moi. Après avoir raccroché, je restais assis dans l'obscurité pendant longtemps, me demandant comment nous en étions arrivés là et ce que nous pourrions faire à partir de maintenant. Les semaines suivantes furent un flou de rendez-vous avec des avocats, d'audiences pour la garde et de nuits blanches. Jessica a demandé le divorce 3 jours après mon arrestation, invoquant des inquiétudes pour la sécurité d'Emma. Malgré le retrait de toutes les accusations par la police, malgré les preuves vidéo, elle poursuivait toujours le divorce. Son avocat soutenait que même si l'incident précis avait été réfuté, il subsistait des préoccupations concernant mon aptitude en tant que parent. Je savais que Megan était derrière tout ça. Elle avait empoisonné Jessica contre moi à un point tel que même des preuves claires de mon innocence ne suffisaient pas à réparer le tort. Mais je n'allais pas abandonner sans me battre. J'engageai le meilleur avocat spécialisé en droit de la famille que je pouvais me permettre, en liquidant l'un de mes comptes de retraite pour couvrir les honoraires. C'est l'un des cas les plus clairs que j'ai vus, me dit mon avocate, Diana Chen, après avoir examiné les images de sécurité. Ta belle-sœur a fabriqué de graves accusations contre toi, t'a agressé physiquement et semble avoir manipulé ta femme pendant des mois. Nous allons utiliser chaque preuve disponible. Diana était une force de la nature au tribunal, vive, méticuleuse et totalement intrépide face aux tactiques de l'avocat de Jessica. Lors de l'audience initiale sur la garde, elle présenta non seulement les images de sécurité du jour de l'incident, mais aussi des séquences antérieures montrant le comportement de plus en plus contrôlant de Megan dans notre maison. Remarquez comment Madame Collins se positionne entre Monsieur Reeves et sa fille chaque fois qu'il tente de s'en occuper, souligna Diana en montrant les images de la semaine précédant l'incident. Remarquez comment elle éloigne physiquement sa main quand il essaie de nourrir sa fille. C'est un schéma d'ingérence qui a culminé avec ces fausses accusations. Mais le moment le plus révélateur survint lors du témoignage de Megan. Sous le questionnement habile de Diana, l'histoire de Megan commença à s'effondrer. D'abord, elle affirma avoir vu que je touchais Emma de manière inappropriée pendant le change. Lorsqu'on lui demanda ce qu'elle avait exactement observé, elle modifia sa déclaration, disant qu'elle m'avait seulement vu la regarder d'une manière qui la mettait mal à l'aise. Quand Diana lui demanda d'expliquer la différence entre son rapport initial à la police et son témoignage actuel, Megan devint défensive. « Je sais ce que j'ai vu », insista-t-elle, la voix montant. « Je travaille avec des enfants maltraités. Je connais les signes. » Madame Collins, dit Diana calmement, les images de sécurité montrent clairement que Monsieur Reeves change la couche de sa fille de manière totalement appropriée. Elle montre que vous êtes entré dans la pièce et que vous l'avez immédiatement attaqué sans aucune provocation. Pouvez-vous expliquer cela? L'angle de la caméra n'a sûrement pas tout capté, dit Megan, les yeux parcourant la salle d'audience. Ou peut-être qu'il a édité les images. Les images ont été récupérées directement par la police depuis le stockage cloud du système de sécurité, souligna Diana. Elles n'ont pas pu être altérées. Le visage de Megan rougit de colère. Il a trompé tout le monde avec son rôle de mari parfait pendant des années. J'étais la seule à voir à travers. J'essayais de protéger ma nièce. En fabriquant des accusations qui auraient pu envoyer un homme innocent en prison, demanda Diana. En l'attaquant physiquement alors qu'il s'occupait d'un bébé, cria Megan, perdant la contenance qu'elle avait maintenue pendant l'audience. Jessica est ma sœur. Ce bébé aurait dû être à moi. J'aurais été une meilleure mère qu'elle, et une meilleure épouse pour Nathan qu'elle ne pourra jamais l'être. La salle d'audience tomba silencieuse. Même Megan sembla choquée par ce qu'elle venait de révéler. Jessica, assise de l'autre côté, fixait sa sœur avec une expression abasourdie. Le juge se racla la gorge. « Je pense que nous allons prendre une courte pause, dit-il, les yeux posés sur Megan avec un clair désaccord. Pendant la pause, Jessica s'approcha de moi pour la première fois depuis l'incident. Elle avait l'air terrible, des cernes sous les yeux, la peau pâle, les cheveux tirés en une queue de cheval désordonnée. « As-tu entendu ce qu'elle a dit » murmura-t-elle. Je hochai la tête. Elle préparait tout ça, Jessica. Elle voulait prendre ma place dans ta vie, dans celle d'Emma. Les yeux de Jessica se remplirent de larmes. J'aurais dû le voir. Tous ces petits commentaires.
La façon dont elle essayait de tout contrôler avec Emma. Je pensais qu'elle était juste utile à cause de ma convalescence. Mais elle essayait de me remplacer. Avant que je puisse répondre, l'huissier nous rappela à l'audience. La décision du juge fut rapide et décisive. Il m'accorda la garde complète temporaire d'Emma, Jessica étant autorisée à des visites supervisées jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise. Il émit également une ordonnance restrictive contre Megan, l'empêchant de s'approcher de moi, d'Emma ou de notre domicile. En quittant le tribunal, j'aperçus le visage de Megan. Le regard qu'elle me lança était empli de haine pure, une promesse que ce n'était pas fini. Mais pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai senti que je pouvais respirer à nouveau. J'avais récupéré ma fille. Maintenant, il ne me restait plus qu'à comprendre ce qui venait ensuite. 3 mois après l'audience sur la garde, je reçus un appel de la mère de Jessica, Martha. Elle et moi avions toujours eu une bonne relation, contrairement à son mari, qui avait suivi Megan dès le départ en me traitant avec suspicion. « Nathan, dit Martha, la voix tendue par l'émotion, tu dois venir. Il y a quelque chose que tu dois entendre. » Lorsque j'arrivai chez eux, Martha me conduisit à la cuisine où Jessica était assise, les yeux rouges et gonflés de pleurs. Elle leva les yeux à mon entrée, mais détourna rapidement le regard, incapable de me faire face. « Dis-lui, dit Martha doucement, posant une main sur l'épaule de Jessica. Jessica prit une respiration tremblante. Megan a admis qu'elle avait menti, murmura-t-elle, le regard fixé sur la table. Elle n'a rien vu ce jour-là. Elle a tout inventé. Je m'assis, soudainement ayant besoin du soutien de la chaise. Pourquoi aurait-elle fait ça? Elle a toujours été jalouse de moi, dit Jessica en relevant enfin les yeux. De mon mariage, de mon bébé. Elle traversait son propre divorce et ses problèmes d'infertilité. Elle a vu une opportunité de semer la discorde entre nous, et elle l'a saisie. Mais pourquoi l'as-tu cru, demandai-je, la question qui me hantait depuis des mois. Pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance? Les yeux de Jessica se remplirent de larmes à nouveau. Elle m'avait raconté des choses pendant des semaines. De petites choses au début. Comment tu semblais désintéressé d'Emma. Comment tu étais probablement soulagé de partir en mission photo pour t'éloigner de nous. Puis elle a commencé à suggérer que tu pourrais être inapproprié avec Emma. Elle disait avoir vu des signes. Des signes. Je rétorquai, incrédule. C'est une travailleuse sociale, Nathan, dit Jessica, comme si cela expliquait tout. Elle s'occupe de cas d'abus. J'ai fait confiance à son jugement professionnel, et j'étais épuisée, douloureuse à cause de ma convalescence, dépassée par un nouveau-né. Je ne pensais pas clairement. Martha intervint. La vérité, c'est qu'elle a manipulé Jessica lorsqu'elle était la plus vulnérable, et Jessica s'est laissée faire parce que Megan faisait tellement pour aider avec Emma. Où est-elle maintenant, demandai-je. Partie, dit Martha fermement. Nous lui avons dit de partir et de ne pas revenir après qu'elle ait avoué la vérité. L'histoire complète émergea progressivement au cours de l'heure suivante. Megan nourrissait de la rancune envers Jessica depuis des années, jalouse de son chemin relativement facile dans la vie alors que Megan traversait des difficultés relationnelles, l'infertilité, puis son divorce. Quand Jessica a eu Emma, cette rancune s'est cristallisée en une obsession toxique. Megan avait emménagé avec l'intention délibérée de créer un fossé entre Jessica et moi. Elle avait systématiquement sapé la confiance de Jessica en moi en tant que père, semant le doute, suggérant que mes fréquents déplacements professionnels étaient un signe que je ne voulais pas m'impliquer dans la vie d'Emma. Elle s'était positionnée comme la personne la plus capable de s'occuper de l'enfant, celle qui comprenait vraiment les besoins de Jessica et d'Emma. La pièce finale du puzzle s'est mise en place lorsque Jessica me montra ce qu'elle avait trouvé en nettoyant la chambre d'amis après le départ de Megan, un journal dans lequel Megan avait détaillé son plan pour sauver Jessica et Emma de moi, pour retourner Jessica contre moi et finalement prendre ma place dans leur vie. Elle écrivait sur la façon dont elle serait une meilleure mère pour Emma que nous deux, dit Jessica, la voix creuse de désillusion. Comment elle l'élèverait comme si c'était la sienne une fois que je découvrirais la vérité sur toi. Le journal révélait aussi que Megan avait délibérément interféré avec la convalescence de Jessica, ajustant secrètement son dosage de médicaments pour la garder légèrement confuse et plus susceptible de se laisser influencer. Elle avait isolé Jessica des amis qui auraient pu lui fournir un point de vue réaliste, filtré ses appels, et convaincu Jessica qu'elle était trop fatiguée pour recevoir des visiteurs. Je n'arrive pas à croire que je n'ai pas vu ce qu'elle faisait, dit Jessica, enfouissant son visage dans ses mains. Je me sens tellement idiote. Elle est manipulatrice, murmurai-je doucement. Et tu étais vulnérable. Un accouchement difficile? Médicaments contre la douleur? Privation de sommeil? Pas étonnant que tu aies été susceptible. La vérité était enfin sortie. Mais cela n'effaçait pas les dégâts causés. Jessica avait douté de moi au niveau le plus fondamental, croyant que je pouvais nuire à notre enfant. La confiance qui forme le fondement de tout mariage avait été brisée. Pourrions-nous la reconstruire? Voulais-je même essayer? Alors que je rentrais chez moi ce soir-là, Emma endormie dans son siège auto, j'avais plus de questions que de réponses. Mais une chose était claire, la présence toxique de Megan dans nos vies était terminée. Il nous fallait maintenant ramasser les morceaux et décider de la suite. Une semaine après ma conversation avec Jessica et Martha, je reçus un appel d'un numéro inconnu. Curieux, je répondis. Nathan?
La voix à l'autre bout était indubitable, bien qu'elle manquât de la confiance que j'avais l'habitude d'entendre. C'est Megan. Mon premier réflexe fut de raccrocher, mais quelque chose me fit rester en ligne. Que veux-tu? S'il te plaît, tu dois m'aider, dit-elle, la voix brisée. Quelqu'un a envoyé la vidéo de sécurité au département des services à l'enfance et à la famille. Il manquait au travail. Je pourrais perdre ma licence, mon emploi, tout. Je m'assis lentement, un étrange calme m'envahissant. Et pourquoi est-ce que je t'aiderais? Écoute, je sais que j'ai fait une erreur. Une erreur, l'interrompis-je, la voix dangereusement basse. Tu m'as accusé d'avoir agressé sexuellement ma fille. Tu as essayé de me faire emprisonner. Tu as manipulé ma femme pendant sa convalescence après une chirurgie majeure. Tu as comploté pour prendre ma place dans ma famille. Ce n'est pas une erreur, Megan. C'est une campagne de destruction calculée. Je ne pensais pas clairement, plaida-t-elle. Après mon divorce, le diagnostic d'infertilité, j'étais dans un mauvais état mental. J'ai besoin que tu leur dises, que tu expliques que je n'étais pas moi-même. La vidéo parle d'elle-même, dis-je sèchement. Elle montre exactement qui tu es. Nathan, s'il te plaît, sanglota-t-elle. Je ferai n'importe quoi. J'écrirai une confession formelle. Je dirai la vérité à tout le monde. Je m'excuserai publiquement. S'il te plaît, ne les laisse pas détruire ma carrière. C'est tout ce qui me reste. Le désespoir dans sa voix était presque satisfaisant après tout ce qu'elle m'avait fait subir. Qui a envoyé la vidéo, demandai-je, bien que j'aie mes soupçons. Pause. Jessica, admis-elle à contre-cœur. Elle l'a envoyé à mon superviseur avec un compte rendu détaillé de tout ce que j'ai fait. Cela me surprit. Jessica n'avait pas mentionné avoir agi contre sa sœur. Jessica a fait ça? Oui, dit Megan, une pointe de son amertume ancienne revenant dans sa voix. Ma propre sœur, après tout ce que j'ai fait pour elle. Tout ce que tu lui as fait, tu veux dire, corrigeai-je. Tu as profité d'elle lorsqu'elle était la plus vulnérable. Tu as essayé de lui voler son enfant et son mari. J'aurais été meilleur pour vous deux. Megan explosa soudainement, la façade de remords se fissurant. Jessica a toujours été l'enfant chéri, elle a toujours tout eu. Un mari parfait, un bébé magnifique. Ça aurait dû être moi. Je méritais cette vie plus qu'elle. L'envie brute dans sa voix me glaça. Ce n'était pas simplement quelqu'un ayant pris de mauvaises décisions dans un moment de faiblesse. C'était quelqu'un consumé par la jalousie au point du délire. Au revoir, Megan, dis-je calmement. Attends, Nathan, ne raccroche pas, s'il te plaît. Je suis désolé. Je ne le pensais pas. Je suis juste stressé à cause de l'enquête. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Il parle de charges criminelles pour dépôt de faux rapports. Je pourrais aller en prison. Comme tu étais prête à me laisser aller en prison, demandai-je. Le souvenir de cette nuit en cellule était encore vif. Karma, c'est une garce, n'est-ce pas? Je raccrochai sans attendre sa réponse. Mes mains tremblaient, mais pas de colère. Il y avait un étrange sentiment de clôture à entendre son désespoir, à savoir qu'elle faisait face aux conséquences de ses actes. Plus tard dans la journée, Jessica appela pour me dire qu'elle avait reçu un appel similaire et désespéré de Megan. Elle voulait que je retire ma déclaration à son superviseur, dit Jessica, pour dire que j'avais envoyé la vidéo dans un moment de colère mais que je ne croyais pas vraiment qu'elle avait fait quelque chose de mal. Que as-tu dit? Je lui ai répondu que je ne pouvais pas mentir pour elle, qu'elle devait faire face aux conséquences de ses actes. La voix de Jessica était ferme, résolue d'une manière que je n'avais pas entendue depuis avant la naissance d'Emma. Elle a essayé de détruire notre famille, Nathan. Elle a essayé d'arracher Emma à toi. Je ne peux pas pardonner ça. Une semaine plus tard, j'appris par des contacts communs que Megan avait été suspendue de son travail en attendant une enquête complète. Le conseil d'agrément de l'État examinait ses dossiers passés à la recherche de comportements similaires, et le procureur envisageait de déposer des accusations criminelles pour dépôt de faux rapports à la police. Le karma, semblait-il, avait enfin rattrapé Megan. 6 mois plus tard. Cela a été un long chemin, mais je voulais mettre à jour tous ceux qui ont offert conseil et soutien pendant la période la plus sombre de ma vie. Vos commentaires m'ont apporté une perspective quand j'en avais le plus besoin, et pour cela, je vous en serai éternellement reconnaissant. Après de longues réflexions et plusieurs séances avec un thérapeute familial, Jessica et moi avons décidé de tenter une réconciliation. Mais selon mes conditions. Nous suivons une thérapie de couple intensive depuis 5 mois, travaillant à travers le traumatisme de ce qui s'est passé et essayant de reconstruire les bases de notre relation. Ce n'a pas été facile. Il y a eu des séances où de vieilles blessures se sont rouvertes, où nous sommes repartis tous les deux en nous sentant vulnérables et incertains. Mais il y a aussi eu des moments de percée, des instants de compréhension et de pardon authentique que je n'aurais jamais pu imaginer dans les premiers jours après l'accusation. Jessica est retournée à l'enseignement à temps partiel, ce qui a été bon pour son sentiment d'identité au-delà de celui de mère d'Emma. Quant à moi, je me concentre sur ma carrière de photographe et j'ai récemment obtenu un contrat pour un livre de photos animalières qui me gardera près de chez moi pour l'année à venir. Jessica est revenue vivre à la maison il y a 3 mois, bien que nous dormions encore dans des chambres séparées. Nous avançons lentement, reconstruisant la confiance jour après jour. Certaines soirées,
nous nous asseyons sur la balançoire de la véranda après qu'Emma est endormie, parlant de notre journée, ou parfois simplement en silence, dans un confort partagé. Ce n'est pas l'intimité facile que nous avions autrefois, mais c'est quelque chose de nouveau et, peut-être, éventuellement, quelque chose de plus fort. Quant à Megan, le karma l'a frappée durement. Elle a perdu son emploi et sa licence de travailleuse sociale. L'enquête sur son comportement a révélé que ce n'était pas la première fois qu'elle formulait des accusations douteuses dans le cadre de sa profession. Plusieurs de ses affaires passées sont désormais réexaminées, ce qui pourrait affecter la vie de nombreuses familles séparées sur la base de ces évaluations. Elle fait face à des accusations criminelles pour dépôt de faux rapports et potentiellement à des dommages civils de ma part. Mon avocat s'occupe de cela. Sa réputation dans la communauté professionnelle est détruite, et la plupart de ses anciens collègues veulent désormais n'avoir aucun lien avec elle. Le moment le plus satisfaisant est survenu le mois dernier, lorsque Jessica et moi étions au palais de justice pour une audience liée à l'affaire de Megan. Megan nous a vus entrer ensemble, la main de Jessica dans la mienne, et elle s'est complètement effondrée dans le couloir. « S'il vous plaît, ne témoignez pas contre moi », a-t-elle supplié, ne ressemblant en rien à la femme confiante qui avait essayé de détruire ma vie. « Je vais tout perdre. » « Vous étiez prête à me laisser tout perdre, lui ai-je rappelé calmement. Ma fille, mon mariage, ma réputation, ma liberté. Jessica est alors intervenue, se mettant entre moi et sa sœur. Tu l'as fait à toi-même, Megan. Tu as essayé de détruire ma famille parce que tu ne supportais pas de me voir heureux. Je ne te pardonnerai jamais pour ça. Voir Jessica tenir tête à Megan ainsi, me choisir notre famille, a été un tournant pour moi. Cela n'efface pas ce qui s'est passé, mais cela m'a montré que la femme que j'avais épousée, celle en qui j'avais eu une confiance absolue pendant des années avant ce cauchemar, était toujours là. Merci, Reddit, d'avoir été à mes côtés tout au long de ce parcours. Votre soutien m'a aidé à continuer quand abandonner semblait être la voie la plus facile.